document de stratégie pour l'intégration régionale de l'Afrique de l'Est sur la période 2018-2022 vise à guider les interventions de la Banque africaine de développement dans des secteurs économiques clés tels que l'énergie et les transports régionaux au niveau de 13 pays, à savoir le Burundi, les Comores, Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, le Soudan du Sud, la Tanzanie et l'Ouganda. Il vise notamment à accélérer la transformation structurelle de l'Afrique de l'Est, accroître les échanges commerciaux et promouvoir l'intégration et l'inclusion du secteur financier dans la région. En effet, l'Afrique de l'Est, qui est la région d'Afrique à la croissance la plus rapide, est aux prises avec de mauvaises infrastructures, ce qui se caractérise par une faible industrialisation avec une valeur ajoutée manufacturière inférieure à 15% dans tous les pays membres de la région. Le document de stratégie pour l'intégration régionale vient donc à point nommé pour stimuler l'industrialisation et le commerce intra-régional. Il a été élaboré en consultation avec les communautés économiques régionales d'Afrique de l'Est et répond aux priorités énoncées dans les objectifs de développement durable des Nations Unies, l'agenda 2063 de l'Union africaine, la zone de libre-échange tripartite et la zone de libre-échange continentale. Les économies africaines manquent de compétitivité. C'est ce que l'on peut retenir du classement 2018 du World Economic Forum. Un classement dominé par les États-Unis d'Amérique et qui relève qu'aucun pays dans le monde n'est à 100% compétitif, la moyenne mondiale étant de 60%. L'Afrique subsaharienne se positionne bien en deçà de cette moyenne avec un indice de compétitivité de 45,2 sur 100. La région est classée dernière au plan mondial. Ainsi, 18 pays sur les 21 ayant un score en dessous de 50 sont originaires d'Afrique subsaharienne. Par ailleurs, 17 des 34 économies de l'Afrique subsaharienne étudiées font partie des 20 les moins performantes. Autre constat, seule l'île Maurice et l'Afrique du Sud affichent un indice de compétitivité supérieur à la moyenne mondiale avec respectivement 63,7 et 60,8, tandis que le Tchad occupe le bas du tableau continental et mondial, soit 140e sur 140 pays avec un indice de 35,5. S'agissant des sous-régions du continent, l'Afrique australe arrive en tête avec un indice de 48, suivi de l'Afrique de l'Est qui affiche un indice de 46,8 et l'Afrique de l'Ouest 44,5. À en croire le World Economic Forum, ces faibles scores des économies africaines sont dus à une faiblesse des institutions mises en place par les États, la lourdeur administrative, l'inadéquation des politiques publiques et la difficulté des pays à combler leur retard dans le secteur des nouvelles technologies. Précisons que 16 pays africains n'ont pas été pris en compte dans l'étude. Il s'agit entre autres de la Guinée-Bissau, du Niger, du Congo, de l'Érythrée, de la Libye, de la Somalie, du Togo, du Gabon et des Comores. L'enquête menée par la commission en charge de la lutte contre la fraude fiscale au Congo a révélé des dysfonctionnements au niveau du service de contrôle des produits forestiers à l'exportation d'une part et des services des douanes d'autre part. Ces dysfonctionnements ont, selon la commission, fait perdre au pays plus de 12 milliards de francs CFA, soit près de 22 millions de dollars et un préjudice de 4,6 milliards de francs CFA, soit environ 8 millions de dollars entre 2016 et 2017. L'enquête a été menée auprès des sociétés forestières évoluant dans le sud du Congo. Elle a permis d'établir l'infraction de dissipation des paiements réguliers ainsi que la volonté des sociétés forestières de s'auto-exonérer des charges financières relatives à leur activité.
Le travail de la commission rentre dans le cadre d'un certain nombre d'actions entamées dans le pays en vue de récupérer les recettes publiques jusqu'au dernier centime indûment détenues par les acteurs du secteur du bois qui constitue après le pétrole la seconde ressource naturelle du Congo. D'où la détermination des autorités congolaises de faire rendre gorge aux sociétés forestières indexées. Pour ces autorités, les fonds perdus doivent être récupérés et en cas de non-collaboration, il sera procédé au recouvrement forcé des dettes ou à la résiliation des conventions qui les lient au gouvernement congolais. Pour rappel, la commission en charge de la lutte contre la fraude fiscale au Congo a été mise sur pied en juin 2018 par le président Denis Sassou Nguesso et placée sous tutelle du chef de cabinet de la présidence de la République. Composée de 14 membres dont le contrôleur général d'État, cette commission a pour objectif principal d'accroître la capacité de financement de l'économie nationale et surtout de contrôler les sociétés forestières installées sur l'ensemble du territoire congolais. Réputé dans le monde entier grâce à ses très longues fibres, le coton égyptien en général et celui du delta du Nil en particulier a été au XIXe siècle la principale source de richesse de l'Égypte. En 1975, par exemple, son exportation avait rapporté au pays 540 millions de dollars. 4 décennies plus tard, en 2016, elle n'a généré que 90,4 millions. La filière a fait les frais d'une concurrence acharnée, âprement livrée par le coton à fibres courtes, bon marché et très prisé des mastodontes du textile. En général, le problème sous-jacent auquel l'industrie du coton est confrontée en Égypte est la commercialisation de l'exportation, car le coton que nous produisons est exporté brut. Nous produisons du coton pour l'exporter directement, l'Égypte ne disposant pas des usines et des moyens permettant de le transformer en tissu. Notre coton perd alors de sa valeur car nous l'exportons brut. Selon les chiffres officiels, les exportations de coton égyptien ont augmenté de 6,9% sur la période allant de mars à mai 2018 par glissement annuel. Le secteur a néanmoins connu une baisse de la consommation de 57,9% en raison de la tendance à utiliser du coton importé. Les autorités du pays tentent de corriger le tir. Leurs interventions ont permis en 4 ans d'augmenter les surfaces cultivées, qui sont passées d'environ 50 000 hectares à plus de 140 000 actuellement. En 2015, l'Égypte a planté plus de 50 000 hectares de coton, ce qui est peu comparé à avant. Cela nous a alarmés. Donc, nous avons mis en place un plan pour replanter des zones non utilisées et conserver la pureté du coton. Nous parlons de cultiver des terres dans de nouveaux lieux, comme Farafra, le gouvernorat de la Nouvelle-Vallée et l'ouest de Minaya, avec de nouveaux types de coton. Nous espérons donc que l'Égypte deviendra un moteur essentiel de la filière coton dans les 5 prochaines années. Du côté des experts et agriculteurs, l'on reste sceptique, estimant que l'Égypte peinera face aux poids lourds étrangers malgré la hausse du prix du quintal de coton et une reprise des exportations qui ont suscité en 2017 l'espoir d'un renouveau du coton égyptien. Le secteur privé est le seul acheteur. L'État ne prend pas ses responsabilités concernant le coton comme avant. Avant, on récoltait le coton et on l'apportait à l'association du coton. Nous connaissions le prix de vente avant de l'apporter. Maintenant, le prix minimum garanti est de 2700 livres égyptiennes, soit 130 €. Le privé est le seul secteur qui va acheter mon coton. Ils veulent faire du profit. Et comment vont-ils faire du profit ? En contrôlant les prix. Selon un récent rapport du département américain de l'agriculture, l'Égypte arrive loin derrière les États-Unis, l'Inde, le Brésil et l'Australie, qui figurent aujourd'hui parmi les premiers exportateurs mondiaux de coton. Après le gaz et les mines, l'hôtellerie suscite l'appétit des investisseurs étrangers au Mozambique.
Le pays figure désormais en bonne place dans le plan de développement des chaînes hôtelières internationales pour l'Afrique. Que ce soit les grands groupes comme Accor Hôtel ou les moins grands comme Rani Africa, l'on se bouscule pour s'implanter dans ce pays d'Afrique australe qui s'est illustré au cours de la dernière décennie par une économie particulièrement dynamique avec une croissance de 7% en moyenne. Une économie qui a cependant été affaiblie en 2016 par la chute des coûts des matières premières et le niveau très élevé de la dette publique avant de reprendre les couleurs en 2018 grâce au secteur touristique. En effet, Maputo est classé parmi les destinations africaines ayant la plus forte croissance en matière de voyages d'agrément entre 2016 et 2026 à cause de sa politique de visa très courte, ses ressources naturelles faites notamment de parcs safari et ses nombreuses îles vierges et plages. Le pays devrait accueillir 2,48 millions de visiteurs en 2018 avant d'atteindre 3,59 millions de visiteurs en 2028. Par ailleurs, le gouvernement mozambicain entend investir 190 millions d'euros dans un projet de transformation de la capitale Maputo en un pôle touristique. De quoi conforter les chaînes hôtelières internationales dans leur volonté d'investir ce marché. Le compte à rebours est lancé au Nigeria contre les fraudeurs fiscaux. Ils ont jusqu'au 7 octobre 2019 pour régulariser leur situation et profiter d'une amnistie fiscale. Dans la ligne de mire se trouvent les contribuables détenteurs d'actifs à l'étranger. Conformément à un décret présidentiel en vigueur depuis le lundi 8 octobre, les contribuables nigérians qui détiennent des avoirs et des revenus à l'étranger sont tenus dans un délai de 12 mois de déclarer leurs actifs et de s'acquitter des impôts afférents auprès des services fiscaux. En contrepartie, certains avantages et facilités leur seront accordés par l'administration fiscale. Il s'agit précisément pour ces contribuables de payer une redevance unique de 35% sur le total de leurs actifs offshore ou de s'acquitter de tous leurs impôts, pénalités et intérêts en suspens afin de se voir accorder une immunité en matière de poursuites judiciaires pour l'ensemble des infractions fiscales, notamment celles relatives à la détention illégale d'actifs à l'étranger. Passé le délai d'1 an accordé et qui expire le 7 octobre 2019, les contribuables qui ne se conformeront pas à ces nouvelles dispositions seront soumis à des procédures d'enquête ainsi que des poursuites judiciaires sur leurs avoirs à l'extérieur partout dans le monde. Et le gouvernement nigérien entend user de tous les accords bilatéraux et internationaux en matière de lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d'argent signé par le Nigeria avec les autres pays du monde pour avoir gain de cause. Les fonds recouvrés devraient contribuer à un élargissement de l'assiette fiscale pour le budget fédéral et servir à financer des infrastructures. Notons qu'en vertu de la loi nigériane, chaque citoyen est tenu de déclarer ses revenus et ses avoirs et de payer ses impôts. Le pays a mis en place un fonds commun avec la Suisse pour loger les sommes illégalement transférées dans ce pays et qui ont été par la suite rapatriées après des années de procédures complexes.